Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question, c'est plus une question d'évaluation de politique publique, mais malgré tout, qui va faire émerger un certain nombre de choses qui vont être en lien avec les freins qu'on identifie. En écoutant les différents intervenants, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de manques qui existent entre eux et dans le dialogue qu'ils peuvent avoir. On l'a vu au niveau des 100 millions, on le voit aussi au niveau des objectifs. Donc je me demande d'où peuvent provenir les divergences un certain nombre de divergences que vous nous avez expliquées lors de votre prise de parole. Est-ce que c'est un dialogue à renforcer entre les services de l'État, entre les pouvoirs publics et puis les différents acteurs, qui soient représentants l'association qui fait la promotion de l'hydrogène et puis la combustible, que ce soit les grands groupes ou les associations qui imaginent quelle pourrait être la trajectoire de la transition énergétique? Est-ce que c'est un manque de moyens, ou plutôt des moyens financiers très contraints des services de l'État qui font qu'on arrive à la description et à la visualisation de ce que vous avez traduit par vos propos? Ou est-ce que c'est, troisième hypothèse, mais il peut y en avoir d'autres, la troisième hypothèse, est-ce que c'est une filière qui est quand même en émergence et avec beaucoup de choses qui bougent au niveau des besoins industriels, au niveau des filières, au niveau des mécaniques qui peuvent être mises en place? Quel est le paramètre qui pourrait expliquer les divergences que j'ai notées dans vos propos? Merci. Donc ensuite, peut-être par rapport à une question plus sur l'articulation entre le dialogue État et filière. Donc c'est que nous, les engagements pour la croissance verte, l'idée est bien de structurer un dialogue entre l'État et la filière. Donc nous avons quand même des rendez-vous très réguliers avec la filière pour identifier tous les freins et arriver à travailler ensemble, main dans la main, sur ce qui peut être fait. Pour l'élaboration, par exemple, de l'appel à projet sur l'industrie, nous avons notamment invité tous les acteurs de la filière afin de pouvoir voir avec eux quelles étaient leurs attentes et comment on pouvait y répondre au mieux. Mais bien évidemment, on reste attentif à toujours s'améliorer et arriver à avoir un dialogue le plus construit possible. On n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup de soutien, je crois que je l'avais assez dit, mais il ne faut pas faire non plus de complexe vis-à-vis de l'Allemagne, par exemple. J'entendais madame là, qui parlait de ce qui se faisait en Allemagne. En Allemagne, ils ont un parc de véhicules hydrogène de 400 véhicules. En France, on est à 300. Que je sache, il n'y a pas de flotte à hydrogène aussi importante en matière de taxis. Vous avez à Paris, vous avez 200 taxis à hydrogène, vous en aurez 600 en 2020. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres villes dans le monde qui aient un parc aussi important. Donc on fait quand même des choses avec nos petits moyens. On n'a pas d'argent, mais on a des idées. Donc ça avance, il n'y a pas de complexe à avoir, mais il faut monter en puissance, passer à l'échelle, d'où le soutien. Je vais essayer de répondre à plusieurs questions qui sont liées. C'est comment on installe des électrolyseurs et à quel endroit pour arriver à une compétitivité, où est-ce qu'on en est aux écarts de prix et qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça. On voit bien encore une fois que l'enjeu, c'est un enjeu de compétitivité. Aujourd'hui, l'hydrogène vert, il ressort à peu près à 2 fois le prix de l'hydrogène gris si on se projette à un horizon de temps où on sait que le prix des électrolyseurs vont baisser. Sachant, je tiens à le préciser, que le gros problème de la France par rapport à ça, c'est le prix de l'électricité et le prix de l'électricité verte. Il est bien évident que si on regarde des pays comme le Chili ou l'Australie, où il y a des PPA qui sortent à 20 euros le mégawatt, et qu'en France, on est à plus du double, évidemment, il y a un enjeu autour de ça qui est très important. D'où les discussions sur comment réduire la fiscalité de l'électricité, le TURP, etc. sont des questions clés si on veut véritablement arriver à déployer cette filière d'énergie verte en France. Maintenant, si on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'il faut concrètement comme taille pour réussir à faire ces économies d'échelle et arriver, nous on vise à peu près avant 2030, à une parité entre l'hydrogène gris et l'hydrogène vert, à condition d'avoir des sources d'électricité à un prix compétitif. Il faut à peu près au prix d'où sort l'hydrogène gris, c'est-à-dire 2 euros le kilo. C'est ce que les industriels demandent aujourd'hui. Donc si on regarde comment y arriver, à l'évidence, il faut 2 très grosses installations. Il faut du 100 MW et du 100 MW qui va grossir dans une logique de hub. Donc si on regarde la France, où est-ce qu'on peut développer ça? On peut développer ça là où il y a de l'industrie intensive au niveau hydrogène. On peut développer ça là où il y a des besoins de mobilité. On peut développer ça
là où il y a des véritables enjeux de santé publique, comme Marseille, sur la décarbonation. Si on arrive à créer des écosystèmes avec des hubs de production massifiée d'hydrogène, on va réussir à résoudre la problématique de réduction de prix des électrolyseurs parce qu'on va acheter hot scale. Et si on arrive à avoir un accès à l'électricité moins cher, eh ben, on arrive à résoudre cette problématique-là. Donc après, il y a un autre enjeu qui est un enjeu de mobilité, qui est de se dire, si on veut vraiment engager les constructeurs automobiles à développer des véhicules, il faut qu'il y ait des stations. Et là, malheureusement, en termes de financement, une petite un prix de revient de l'hydrogène qui est nettement plus élevé qu'une grosse installation, d'où la nécessité de développer des hubs et d'essayer d'avoir des économies d'échelle. Donc c'est un peu comme ça qu'on voit l'évolution. Alors après, sur la rapidité du développement, la logique est véritablement de se dire, pour arriver à résoudre ce problème d'échelle, il va falloir monter des très gros projets là où il y a les meilleures conditions. C'est quoi les meilleures conditions? C'est un prix de l'électricité favorable, c'est un cadre réglementaire qui permet de bénéficier, pas forcément de subsides énormes, mais au moins d'un écosystème où les industriels sont prêts à payer un premium parce qu'ils ont des obligations de décarbonation. Et puis c'est aussi un écosystème où il y a des multi-usages. Et c'est dans cette logique d'écosystème, je pense qu'on trouvera la clé pour arriver au développement de la filière. Sachant que la France, de ce point de vue-là, présente certains intérêts. Hein. Si vous écoutez un peu ce que disent aujourd'hui en marge de Davos, il y a une réunion de l'Hydrogen Council où ce qu'on présente un certain nombre de CEO et des représentants des États pour essayer d'engager justement une discussion sur comment arriver à une meilleure coopération, pour répondre à votre question, et essayer d'avoir un véritable travail industrie-État pour trouver des outils. Ça fait partie de l'équation qu'il va falloir réussir à résoudre pour trouver les bons mécanismes. Et encore une fois, comparer ce qui se fait à l'étranger par rapport aux usages est assez intéressant. Et on s'aperçoit qu'en fait, chaque pays a une logique propre et la France est considérée comme un pays intéressant du point de vue de son plan hydrogène parce qu'il est ciblé. Ce que reconnaissent un certain nombre d'États, c'est ce qu'on reconnaît dans le plan Hulot, c'est que finalement vous avez un volant d'aide disponible, focalisé sur l'hydrogène. C'est pas comme ça partout. Alors je rejoins ce que disait M. Boucli, qui est effectivement, on n'arrive pas à scale, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est noté. Et l'autre chose qui est notée sur le développement français et son intérêt, c'est de privilégier des logiques d'écosystème. Donc on a des forces, on a des leviers. La seule chose, c'est qu'il faut bien trouver comment les actionner tous en même temps pour attirer quelque chose qui va être essentiel, qui sont les investisseurs. Parce qu'il est bien évident que Engie, Shell, même de très gros acteurs, ne pourront pas développer éternellement des gigas et des gigas de capacité d'électrolyseurs sans attirer des investisseurs financiers. Et pour attirer ces investisseurs, il faut sécuriser.